Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai que vous attendiez, je le sais, avec grande impatience, celui aujourd'hui de la BMW iX3. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Dans le segment des SUV électriques premium, la bataille s'annonce passionnante en cette année 2026 avec la sortie de 3 nouveaux modèles, chacun étant très important pour le constructeur qui le fabrique. Il y a chez Mercedes le Mercedes GLC, chez Volvo le Volvo EX60 et chez BMW, celle qui se trouve à côté de moi, la BMW iX3 fabriquée en Hongrie. Premier et actuellement seul modèle de la nouvelle gamme Neue Klasse de véhicules électriques du constructeur bavarois avant l'arrivée prochaine de la berline i3, c'est pour tout bientôt. Eh bien cette iX3 dispose sur papier en tout cas de pas mal d'atouts. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette BMW iX3? Quels atouts a-t-elle à mettre en avant face à la concurrence notamment, on le disait, de chez Volvo ou encore de chez Mercedes? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez ainsi que mon ressenti après une semaine au volant, c'est dès maintenant dans cette vidéo. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai d'un autre SUV, beaucoup plus accessible celui-là. On sera chez MG, après l'essai du MG S5 EV, eh bien ce sera le MG S6 EV, son grand frère qui lui aussi sur papier dispose de pas mal d'atouts. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien j'aurai une semaine pour le découvrir et vous découvrirez tout ça dans le premier trajet et ensuite le grand essai, ne manquez pas ça. Et en attendant, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne manquer aucune vidéo. Allez, c'est parti pour l'essai de cette BMW iX3. À l'extérieur, l'iX3 ne passe pas inaperçu, sa ligne tranche radicalement avec les productions récentes du constructeur. L'iX3 installe en fait un nouveau style que reprendront les prochaines BMW. À l'avant, bye bye le concours du c'est moi qui est le plus gros double haricot dans la calandre. Ici, on ne cherche pas à impressionner par la taille, mais à évoquer des souvenirs, l'avant étant inspiré de la BMW Neue Klasse des années 60 et son avant incliné façon nez de requin. À l'arrière, par contre, c'est massif, notamment au niveau des feux. Ça doit être la tendance actuelle parce que le GLC de Mercedes suit la même tendance, on le verra dans quelques semaines. Cela dit, l'ensemble est cohérent, équilibré et je peux vous dire que cette BMW iX3 ne passe pas inaperçue. Elle se remarque, j'ai vu pas mal de têtes se retourner sur son passage cette semaine. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette BMW iX3? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, cette version de lancement, la première version disponible, la version 50 xDrive de l'iX3, eh bien c'est une version plutôt haut de gamme puisque qui dit xDrive dit 4 roues motrices. On a donc 2 moteurs électriques qui ont une technologie un petit peu différente. C'est un moteur synchrone à rotor bobiné sur le train arrière et puis un moteur asynchrone à l'avant. Puissance disponible 469 chevaux, 645 Nm de couple pour un 0 à 100 qui est abattu en moins de 5 secondes. Ça pousse fort. Concernant le poids, 2360 kg. C'est plutôt lourd, on verra si ça pèse sur la consommation tout à l'heure, je vous en parlerai sur la route. Et concernant la charge tractable, on est sur 2 tonnes de charge tractable avec ce véhicule, si la charge est freinée évidemment. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme, 750 kg. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie NMC, ça c'est pour la chimie, nickel, manganèse, cobalt, qui va alimenter les 2 moteurs électriques de cette voiture. Une batterie NMC avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80% pour préserver la batterie, puisque chimie NMC qui n'aime pas le 100%, mais bien sûr, vous pourrez recharger occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie maximale varie sensiblement, vous le voyez, entre 719 et 805 km en fonction du niveau d'équipement et notamment des jantes, puisqu'on le rappelle, des jantes plus grandes pèse davantage sur la consommation et donc sur l'autonomie. Pensez-y au moment de configurer votre voiture. Avec cette version très bien équipée et surtout dotée de jantes de 22 pouces optionnelles qui vont pénaliser, je le disais, la consommation, eh bien BMW annonce sensiblement moins que les 805 au maximum. On est sur 728 km théoriques, mais combien dans la vraie vie? La réponse tout à l'heure sur la route. Pour recharger la grosse batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit. La trappe est à ouverture électrique.
Alors vous le savez, en général, je ne suis pas fan des trappes à ouverture électrique parce que c'est source de panne et que franchement pousser et lever, c'est pas un mouvement si compliqué à effectuer. Le petit truc sympa quand même avec cette voiture, c'est que si vous programmez dans le système de navigation l'adresse d'un chargeur, et bien quand vous arrivez au chargeur et que vous sortez de la voiture, la trappe s'ouvre pour vous permettre de recharger plus facilement. Ça, c'est quand même assez sympa. La recharge sur le courant alternatif s'effectue avec le connecteur de type 2, directement accessible ici en partie supérieure. Recharge sur le courant alternatif qui circule dans nos rues et dans nos maisons, hein, c'est la recharge du quotidien. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW de série, 22 kW en option. En termes de durée de recharge, eh bien comptez pour une recharge complète 5h45 avec la recharge sur du 22 kW, ce sera 11 heures sur du 11 kW, recharge pendant que vous travaillez ou pendant que vous dormez, la recharge en temps masqué. Celle qui par contre n'est pas du tout en temps masqué, celle qui va vous imposer d'attendre que le véhicule soit rechargé, c'est la recharge sur le courant continu. Pour ça, on va baisser la petite trappe ici, recharge sur le courant continu au moyen du connecteur combo CCS sur les gros chargeurs qu'on va retrouver sur le bord des autoroutes par exemple, hein, quand vous ferez un très long trajet. On verra dans un instant la simulation du trajet vers Marseille et combien de fois il faut s'arrêter avec cette voiture pour faire sud de Bruxelles, Marseille. La voiture ici accepte sur cette technologie 800 volts 400 kW de puissance. Alors 400 kW au maximum, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est la courbe de recharge, parce que si c'est 400 kW et que ça s'effondre après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le constructeur revendique 21 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Alors est-ce que dans la vraie vie, ça se vérifie? Eh bien, j'ai checké pour vous, regardez. 400 kW de puissance acceptée en puissance crête, évidemment. C'est la promesse donc pour cette voiture. Alors, dans les faits, est-ce que les 21 minutes pour le 10-80, eh bien, elle les tient ou pas? Je viens de préconditionner la batterie puisque j'ai introduit l'adresse du chargeur auquel je me trouve dans le système de navigation et donc automatiquement, la batterie est à sa température optimale. Donc, normalement, les choses devraient bien se passer. Je suis donc à 10% de batterie. Station que j'ai trouvée via l'application Charge Plus de Total Energy. J'ai ma carte Charge Plus Total Energy et donc je vais lancer la recharge et on va bien voir. Pour lancer la recharge, on passe le badge devant le lecteur. Voilà. On choisit son connecteur. On baisse le petit cache pour le combo CCS et on branche. Il est 15h20, la recharge vient de démarrer, 15h20 plus 21 minutes, on devrait être à 15h41 et là je vois 15h47 pour l'instant pour atteindre les 80%. On va bien voir comment ça évolue, regardez en attendant, voilà c'est 43 maintenant, regardez en attendant la petite animation dans ce bandeau écran panoramique vision, c'est franchement très très réussi, c'est assez sympa, on est déjà à 12%. Bon, on arrive autour de 50% de charge de batterie. On va donc aller faire un petit tour du côté de la courbe de recharge. On a une moyenne de 200 kW de puissance. On est monté au maximum, alors c'était très compliqué au début, vous voyez. On est monté au maximum à 262 kW. Ensuite, on a eu une petite chute et puis on est sur un plateau maintenant à 235 kW de puissance. L'heure de fin, c'est-à-dire l'heure d'arrivée à 80%, c'est maintenant 15h45, ce qui serait donc 4 minutes au-dessus de ce qui est normalement promis par le constructeur. On serait donc à 25 minutes au lieu de 21, mais ça peut encore changer. 15h41, on devrait normalement être, selon le constructeur, à 80%. On n'y est pas encore tout à fait. On n'est plus très très loin, mais on n'y est pas encore tout à fait. On est à 74%. Encore un petit peu de patience. Et voilà, recharge terminée, on est à 80%, il est bien 15h45, donc on a mis 25 minutes, c'est indiqué ici d'ailleurs, 25 minutes pour récupérer 82 kWh. Voilà, fin de cette session de recharge. Je n'ai pas fait comme la voiture à côté qui est branchée à 100%, qui a donc une recharge qui est terminée depuis longtemps. Ça fait près de 3 quarts d'heure que cette recharge est terminée et la voiture est toujours branchée. Bon, vous me direz, il y a d'autres places disponibles, mais ce n'est pas très fair-play. J'ai déconnecté donc la voiture, je vais
pouvoir reprendre la route. Voilà donc 25 minutes pour passer de 10 à 80% avec cette BMW iX3. Notez enfin que cette BMW iX3, pour être tout à fait complet concernant la recharge, eh bien, elle est compatible V2L, c'est-à-dire qu'à partir du port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur disponible en accessoire, vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques externes. Alors, ce n'est sans doute pas une fonction qui va vous servir tous les jours, mais quand vous en aurez besoin, vous serez bien content de l'avoir. L'ouverture du haillon, elle est électrique avec fonction main libre à l'ouverture et à la fermeture. C'est 2 séries dès l'entrée de gamme. La capacité du coffre, 520 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 en place et jusqu'à 1750 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. C'est franchement confortable pour voyager en famille avec les bagages. Dans le coffre, on va retrouver un crochet sac de course de chaque côté, un anneau aux 4 coins évidemment, et puis à gauche, une alcôve avec filet de retenue. Sous le plancher affleurant, par rapport au seuil de chargement, un espace non compartimenté sur environ 40% de la profondeur du coffre. Sous le capot, un frunk de 58 litres est disponible, de quoi ranger les câbles de recharge par exemple. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord, très original, on le sait, de cette BMW iX3, me voici installé à l'arrière. Y est-on bien installé? Quand on mesure 1m90 comme moi, 1m90, j'ai réglé le siège pour ma taille et voici ce que ça donne à l'arrière. Alors je suis un peu droit, est-ce que je peux baisser le siège? Oui, voilà, je peux incliner davantage le dossier. Au niveau des genoux, ça passe, j'ai 5 cm, je dirais, avant l'arrière du siège qui se trouve devant moi. Siège particulier puisqu'on est avec un pack particulier dans cette voiture, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc plutôt bien installé, j'ai les cuisses qui reposent sur la banquette arrière, ça c'est une bonne chose. Je peux sans problème glisser les pieds sous le siège avant, c'est très bien également, et en hauteur, j'ai de la place, donc pas de problème. Petite information, pas de poche aumônière à l'arrière des sièges avant. Alors je ne sais pas si c'est lié à ces sièges en particulier ou si sur les sièges de base c'est le cas également. Allez faire un petit tour en concession ou feuilleter la brochure du modèle. Alors si je pars du haut et que je descends, on a le toit panoramique, c'est en option aux alentours de 1200 € en Belgique. On n'a pas de vélum ni manuel ni électrique, mais par contre on a un traitement qui va faire que ce verre ne va pas surchauffer l'habitacle. Pas de poignée de maintien, on a par contre des petits crochets et de la lumière ici à gauche et à droite à l'arrière, rien à l'avant. Si je continue à descendre, on l'a dit donc, pas de poche aumônière, à l'arrière de la console centrale qui n'est pas trop reculée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le passager central qui pourra, puisqu'on a un plancher plat, eh bien mettre les pieds sans problème. À l'arrière donc de cette console centrale, on a les petites ouïes de ventilation, on a également un petit écran pour contrôler la climatisation et puis 2 prises USB-C en partie inférieure et puis ce renfoncement qui va permettre de dégager plus d'espace pour les pieds du passager central arrière. Il devra composer avec un dossier un petit peu moins confortable, comme à chaque fois, puisque dans ce dossier, il y a un accoudoir, l'accoudoir central, qui forcément du coup génère un petit peu moins de confort au niveau du passager central quand il est installé. Quand il n'y en a pas, on peut donc abaisser cet accoudoir et pouvoir profiter des 2 porte-gobelets. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'arrière de cette voiture. On y est donc bien installé, même si les sièges avant sont un petit peu massifs. Alors j'ai vu dans les commentaires de la vidéo premier trajet certains qui disaient c'est très plastique quand on regarde vers l'avant. On a ici quand même du beau plastique moussé, on n'est pas sur du matériau bas de gamme, pas du tout. Et puis on a ici ce petit espace qu'on peut ouvrir et dans lequel on va pouvoir fixer des accessoires. C'est disponible dans les accessoires liés à ce modèle. Voilà pour la description de l'arrière de cette BMW iX3. On y est, ma foi, plutôt bien. On va maintenant passer à l'avant. L'intérieur de cette BMW iX3, il tranche radicalement, vous le voyez, avec les intérieurs traditionnels de BMW, entre autres grâce à l'apparition du Panoramic Vision, ce bandeau écran qu'on retrouve de série sur toutes les finitions au pied du pare-brise. Un bandeau écran qui va offrir beaucoup de possibilités en termes d'affichage, avec l'avantage de ne nécessiter qu'un léger mouvement du regard pour pouvoir découvrir son contenu, ce qui est mieux pour la sécurité que quand on doit regarder plus bas, notamment derrière le
volant, à l'endroit où se trouvent habituellement les informations de l'écran instrument. On est ici sur un intérieur M Sport, on a donc des sièges sport optionnels, des éléments intérieurs spécifiques, des ceintures de sécurité M et un volant M également. Les assemblages sont de grande qualité et les matériaux sont également très premium, quoi que certains en disent. Mention spéciale pour ce bandeau en tissu qui me rappelle un petit peu ce qu'on retrouve chez Mini, qui apporte un côté très cosy à cet intérieur. Il n'y a pas que le cuir dans la vie et ici le mélange notamment au niveau du tableau de bord entre ce tissu, entre cette suédine et ce plastique moussé, tout ça donne vraiment très très bien. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description de l'intérieur. Portière conducteur en partie haute, on a de chaque côté à l'avant les réglages électriques du siège, l'accès au menu siège et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, la commande d'ouverture, la poignée de fermeture, les vitres et rétroviseurs électriques, le menu porte et l'ouverture du haillon. Plus bas, le vide-poche, pas très grand et qui ne dispose pas malheureusement d'un fond antidérapant. À gauche du volant sur le tableau de bord, rien du tout et tout en bas la commande de déverrouillage du capot. Le volant est à réglage manuel. À gauche, les aides à la conduite, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse et conduite assistée, ainsi que l'appel de l'aide au stationnement. À droite, le volume, les stations aux plages précédentes et suivantes, la commande vocale, le téléphone et l'appel du menu qui permet de gérer l'affichage dans le bandeau écran panoramique vision, ainsi que le menu audio qui permet de sélectionner une source sonore. Derrière le volant, les commodos, à gauche les clignotants et les éclairages avec l'appel du menu éclairage. À droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Alors vous le remarquez, c'est très malin, on a donc à pas mal d'endroits un bouton qui appelle le menu correspondant, celui des sièges, des portières, des vitres, celui de la source sonore, du panoramique vision, etc. C'est hyper ergonomique. Ensuite, l'écran panoramique vision 4K qui occupe toute la largeur de la voiture à la base du pare-brise et dans lequel on va retrouver 3 zones, 2 étant personnalisables. On a la zone écran instrument qui se trouve idéalement placée ici, juste face au conducteur. Alors c'est plus pratique selon moi qu'un affichage tête haute, même si cette voiture dispose également en option d'un affichage tête haute. C'est plus pratique, pourquoi? Parce que quelles que soient les conditions climatiques et notamment la luminosité, eh bien vous avez une vue vers ces informations qui est parfaitement claire et dégagée. C'est plus évident qu'un écran qui se trouve derrière le volant. Ici, on doit à peine baisser les yeux, on a toutes les informations et c'est moins contraignant que chez Peugeot où on l'a un petit peu trop ici derrière, ce qui fait qu'on doit mettre le volant plus bas. Ici, on peut s'asseoir tout à fait normalement avec le volant positionné exactement comme on le souhaite. Je pourrais mettre le volant encore ça plus haut, que ça ne poserait toujours aucun problème. Donc ça, c'est vraiment l'endroit idéal, je trouve, pour placer des informations. Tout le monde devrait faire ça. Et puis, les deux parties à droite sont entièrement personnalisables. Des parties de droite qui vont vous permettre d'avoir accès à des informations différentes selon les circonstances de conduite. Par exemple, si vous avez entré une destination dans le système de navigation, eh bien vous aurez des informations liées à l'heure d'arrivée, le pourcentage de la batterie à l'arrivée, etc. Et les informations de guidage, eh bien tout ça dans le panoramique vision, ce qui, je vous le disais, rend la présence de l'affichage tête haute un petit peu finalement inutile. Définitivement, je trouve donc que ce panoramique vision, il amène un vrai plus, on s'y fait très très vite et c'est très agréable de devoir à peine baisser le regard tout en maintenant le regard et l'attention sur la route, de devoir à peine baisser le regard pour obtenir toutes ces informations. C'est vraiment très très sympa. Au centre de la planche de bord, l'écran central d'infodivertissement d'une diagonale de 17,9 pouces. Un écran asymétrique, vous le voyez, j'y reviens dans un instant. Plus bas, une zone de recharge par induction, une seule à gauche. Et puis à droite, un support pour smartphone. Mais là, il n'y a pas de recharge. Par contre, il y a 2 prises USB-C. Plus en arrière, les portes gobelets. Ensuite, le sélecteur de sens de marche et autour de lui, les feux de détresse, la ventilation maximale. Ça, c'est plus en avant. Et puis plus en arrière, le dégivrage arrière, la roulette du volume et le frein de parking électrique. Ensuite, sous la coudoir centrale, un petit vide-poche et puis un espace de rangement pas très vaste mais qui dispose d'une prise 12 volts et d'un fond antidérapant amovible, c'est pratique. La boîte à gants, elle, est de contenance plutôt réduite, c'est dommage. Voilà pour la description de l'intérieur de cette BMW iX3.
Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions, après une semaine au volant de cette voiture, eh bien on va s'intéresser au système d'infodivertissement, à ce grand écran asymétrique qui prend place au centre de la planche de bord. Moi je le trouve assez réussi. Alors certains disent ça ne ressemble à rien cet écran, pourquoi ces coins coupés, etc., etc. Moi je trouve ça justement très original. Ça nous change des dalles tout à fait rectangulaires d'une voiture à l'autre. Il n'y a aucune originalité. Ici au moins il y a de la personnalité et on sait d'emblée qu'on se trouve dans une BMW et ça fait plaisir. Mais je peux comprendre que ça déroute au premier regard. Alors sur cet écran par défaut auquel on accède via le petit bouton maison qui est normalement ici, mais là comme on y est, il ne s'y trouve pas. Donc écran par défaut, on a ici la carte, vous pouvez choisir la carte traditionnelle ou la vue aérienne simulée. C'est possible également, je préfère cette vue aérienne. On a ici à gauche des widgets que vous allez pouvoir réorganiser comme vous le souhaitez. Vous maintenez le doigt sur l'un d'entre eux, voilà, et le menu s'ouvre et là vous allez pouvoir réorganiser les widgets, supprimer des widgets, etc. Et puis vous validez avec OK. Alors, on revient sur cet écran par défaut. Ici, j'ai mis par exemple les informations liées à la navigation en premier. Juste en dessous, les informations liées aux médias en cours de lecture. Mais vous pouvez, je le disais, les réorganiser comme vous le souhaitez. En dessous, on a des suggestions. On a des raccourcis également, 4 raccourcis qui vous permettent de placer des choses importantes là directement accessibles. Ici, on a le téléphone et ici, on a le widget météo. Alors, vous pouvez rentrer dans chacun de ces raccourcis, de ces différents menus. Ici, vous pouvez faire un petit swipe, un balayage vers la droite pour avoir la météo des prochains jours. Voilà, c'est rigolo, c'est assez sympathique. C'est surtout très très réactif et très intuitif et largement personnalisable. Vous allez pouvoir vous concocter votre tableau de bord, celui qui vous ressemble. Moi, je préfère ça, mais si vous préférez autre chose, eh bien, vous pouvez réorganiser tout ça comme bon vous semble. On a ici, comme on est à l'arrêt, eh bien, la petite voiture. Si on appuie sur la petite voiture, le système nous dit que tout est all good. Possibilité d'ouvrir la trappe de recharge directement ici. On peut se promener autour de la voiture, bien sûr. On a ici l'une des informations liées aux informations de conduite. On ramène le petit menu vers la gauche et si j'appuie sur le frein, voilà ce que ça donne. On a plus d'informations et notamment la possibilité de couper facilement les bips de survitesse. On a possibilité également de désactiver le maintien dans la voie. J'en reparlerai sur la route. Ici, comme la ceinture n'est pas bouclée, j'ai le petit pictogramme de ceinture et ici les feux activés, les feux de position. Voilà, ça c'est pour la partie de gauche. Ici et ici, on en a parlé. Au-dessus, on a tout ce qui est connectique évidemment, plusieurs profils disponibles dans cette voiture, bien sûr. En partie inférieure, tout à droite, on aura la connectivité avec le téléphone. Ici, vous le voyez, Apple CarPlay qui est connecté. Chacun dispose de ses réglages au niveau de la température. Et ici, le conducteur, vous le voyez, peut aller directement activer le siège chauffant ou le volant chauffant. Il y a 3 positions disponibles, 3 niveaux de chauffage disponibles, tant pour le volant que pour le siège. Tout à fait à gauche, la caméra. On va ouvrir le système de caméra à 360 degrés. On a la vue standard, c'est ce que vous avez ici. On a également la vue panoramique. Voilà. On a la vue trottoir, ça c'est pratique, hein, quand vous circulez dans un chemin par exemple avec de grosses bordures à l'entrée d'un parking ou au drive-in d'un fast-food par exemple. Et bien là vous pouvez voir les roues arrière, mais également les roues avant et vous pouvez avoir les 4 en même temps. Voilà qui est vraiment sympathique. Un petit plus ici, vue 3D, c'est possible et disponible également. Voilà. On a également la vue station de lavage pour vous mettre correctement sur les 2 rails et puis disponible également nettoyage de la caméra. Ensuite, si je reviens sur standard et puis ici on a le mode parking, recherche en cours au niveau des places de parking, mais il n'y en a pas ici donc il ne va pas en trouver. Ici on a les réglages directement dans le menu stationnement et puis ici on a le mode caméra automatique histoire de vous fournir en permanence la meilleure vue en fonction de la position de la voiture. Voilà, donc tout ça est assez convaincant avec de belles vues caméra, c'est assez performant, c'est ce qu'on attend évidemment de BMW. On revient sur l'écran par défaut. En dessous on a des menus disponibles, menu média, menu navigation, menu téléphone, la climatisation, vous allez pouvoir y accéder
accéder par ici. Voilà, et tout régler, tout personnaliser comme vous le souhaitez. Ensuite, le menu voiture ici, avec tous les menus ici à gauche, et des raccourcis accès rapide ici disponibles sur la première page. Là aussi, c'est pratique. On revient en arrière. Vous voyez que tout ça est extrêmement fluide. Un menu qui vient du haut également, voilà, avec des petits raccourcis qui sont disponibles, mais uniquement si vous vous êtes logué avec le BMW ID. C'est le cas également d'ailleurs avec les raccourcis radio, hein, pour une raison que j'ignore, mais sans avoir le BMW ID, eh bien vous n'avez pas possibilité d'ajouter des raccourcis et vous n'avez pas non plus l'historique de vos recherches sur le système de navigation. Mais bon, une fois que la voiture est à vous, évidemment que vous vous créez un profil, que vous vous enregistrez avec votre BMW ID et donc vous avez accès à tout ça, bien sûr. 3D Head-Up Display, là aussi vous pouvez activer ou désactiver. Voilà, là il est activé. Je renvoie le menu vers le haut. Ici on a les My Mode qui sont des modes de conduite, mais au-delà des modes de conduite, c'est des expériences, puisque ça associe des modes de conduite à des ambiances lumineuses. J'en reparlerai dans un instant sur la route. Et puis évidemment, on va simuler notre trajet vers Marseille. Marseille, France, tout ça est extrêmement rapide. On est à 29% de batterie. Si c'était le cas, si je partais réellement vers Marseille, je serais évidemment à 100%. Et donc j'ai une petite recharge ici assez rapidement, hein, puisqu'on est à 29%. Petite recharge ici assez rapidement et ensuite 2 arrêts seulement pour arriver à Marseille. Ça, c'est vraiment sympa. Là, vous avez le temps total et la distance totale ainsi que le pourcentage à l'arrivée qu'on peut régler. D'ailleurs, je l'ai réglé sur 15%. Et si vous appuyez, vous avez la première étape. Première étape dans 41 minutes après 69 km. On sera donc à 15% là aussi pour recharger. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis ici, on peut avoir des informations sur les différents arrêts. Je peux ouvrir le menu correspondant. Je vois les bornes qui sont disponibles, combien de temps je vais rester sur place, de quel pourcentage je partirai et à quel pourcentage je redémarrerai. Voilà, donc il y a pas mal de petites informations qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment sympa. Je reviens en arrière, voilà, et à chaque fois la voiture va préparer la batterie histoire qu'elle soit à température optimale, histoire de minimiser le temps que vous allez passer à recharger. Mais on le voit ici, 2 arrêts de recharge seulement, c'est quand même assez impressionnant. Tout ça sans aucun stress, puisqu'en permanence la voiture va vous envoyer vers le bon chargeur au bon moment. Voilà, une fois de plus, je ne vais pas à Marseille, je coupe la navigation, je reviens sur l'écran par défaut et je vais par contre prendre la route et vous livrer mes impressions maintenant après une semaine au volant de cette voiture. Pas de bouton de démarrage dans cette voiture, vous vous installez au volant et pied sur le frein, vous positionnez le sélecteur de sens de marche sur D, R ou B, on y revient dans un instant. Dès les premiers tours de roue, le calibre de cette iX3 impressionne, l'impression d'être dans un véhicule plutôt massif étant renforcée par la présence du bandeau écran panoramique vision qui élargit visuellement la voiture et amène de la profondeur également. Je vous le disais tout à l'heure, le pack M Sport Pro dont cette voiture est équipée comprend des sièges sport à l'avant. Ils sont chauffants de série, massants en option et les réglages nombreux sont évidemment électriques avec mémoire. Rien à dire concernant ces sièges, trouver sa position de conduite idéale est vraiment un jeu d'enfant. Le confort est excellent, le maintien latéral aussi, ils sont une vraie invitation au voyage et puis à se faire plaisir aussi, hein, justement grâce à ce très bon maintien latéral. Je pense que cette voiture, en matière de gestion, de calibrage des aides à la conduite, est clairement sur le podium de mes voitures préférées. La conduite assistée fonctionne de manière extrêmement fluide, même dans des zones sans marquage. Elle ralentit quand il y a des virages. Vous pouvez d'ailleurs choisir par défaut qu'elle ralentisse plus ou moins à l'approche des virages. Alors les trajectoires sont pas toujours parfaites, mais c'est quand même assez bluffant. On a un volant capacitif, on a des aides qui sont de vraies aides dans cette voiture et pas des gadgets mal réglés qu'on doit s'amuser à couper pour voyager sereinement. Petit bémol cela dit, durant cette semaine, j'ai roulé sous une pluie modérée de nuit et le maintien au centre de la voie dans ces conditions particulières, eh bien là avait tendance à louvoyer un petit peu, suffisamment pour que je désactive cette conduite assistée durant cette courte période, c'est à signaler également. On a sur la gauche de l'écran d'infodivertissement 2 raccourcis, le premier pour couper les bips de survitesse, très accessible, et le deuxième pour couper l'assistant de maintien dans la voie, et cette fonction précisément, eh bien je ne l'ai pas coupée cette semaine parce que ce n'était pas nécessaire, je le disais, tout est
calibré correctement, tout fonctionne correctement. Et puis, nouveauté également, c'est à signaler sur cette voiture, le dépassement assisté grâce à un regard dans le rétroviseur extérieur correspondant à gauche ou à droite. C'est possible pour l'instant en Allemagne, en Autriche, en Italie et en France, mais pas encore. Mais ce sera apparemment bientôt le cas en Suisse, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. Pas possible donc du coup pour moi cette semaine de tester ça. Dommage. Bien sûr, ce SUV est lourd, on l'a dit, 2360 kg sur la balance, mais ça n'empêche pas d'être plaisant à conduire. Les sièges sport, la puissance disponible, 469 chevaux, le volant épais, tout ça invite clairement à se faire plaisir. Et malgré son poids et le fait qu'il soit haut sur pattes, eh bien ce SUV s'en sort vraiment bien, ce qui devrait largement satisfaire les automobilistes en mal de petites sensations sportives, bien loin de la vraie sportivité de compétition évidemment. La sportivité du quotidien n'est pas celle des circuits, mais bien celle qui doit rester la plus compatible possible avec le code de la route, si vous voyez ce que je veux dire. Concernant les modes de conduite, ou plutôt les My Modes, que j'ai eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure, il s'agit au-delà des modes de conduite de définir des ambiances de conduite. Vous avez le choix entre personnel, le mode par défaut on va dire, sport, la puissance maximale, efficient, c'est-à-dire moins de puissance, une climatisation qui fonctionne en mode mineur, mais du coup une consommation qui baisse et plus d'autonomie, et puis silent, moins de perturbations, plus de zénitude, avec par exemple toute la partie de droite du bandeau écran panoramique vision, voilà qui s'éteint. À chaque fois vous pouvez ajuster pas mal de paramètres, puissance délivrée, fermeté de la direction, niveau de récupération au lever de pied de l'accélérateur, mais aussi le style d'affichage, la couleur de l'éclairage d'ambiance, etc., etc. Et bonne nouvelle, vous pouvez aussi définir votre My Mode qui va s'activer par défaut au démarrage. Démarrer à chaque fois en mode sport par exemple est possible. Vous ne devrez pas à chaque fois aller le rechercher. J'ai soulevé ce point dans ma vidéo premier trajet, le bruit. Malgré la présence d'un système qui annule les bruits de fond, j'ai pas trouvé cette iX3 particulièrement silencieuse. La faute sans doute aux énormes jantes de 22 pouces. Décidément, elles n'ont pas grand chose pour elles, ces énormes jantes. Alors ok, elles sont belles, mais elles rendent la voiture plus bruyante et moins efficiente. Un conseil, franchement, oubliez-les. Concernant le système audio, on est ici en présence d'un système Harman Kardon qui est inclus dans le Professional Pack dont cette voiture est donc équipée. Le son est très bon avec, si vous aimez ça, un effet surround, quelques réglages également. Vous pouvez personnaliser votre expérience sonore, c'est très bien. 12,1 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette voiture. Dans l'absolu, c'est beaucoup, mais au final, cette semaine, j'ai pas ressenti de gêne particulière au moment de manœuvrer en ville ou dans les parkings, par exemple. Alors, il faut dire que l'impression ressentie à bord, je le disais tout à l'heure, elle est globalement d'être au volant d'un véhicule assez massif. Et donc, j'ai juste eu, je pense, un ressenti au moment de manœuvrer qui était complètement en phase avec l'impression générale au volant. Et puis, la douceur de la direction, qu'on peut durcir d'ailleurs si on le souhaite, ainsi que le système de caméra à 360 degrés qu'on a vu tout à l'heure, eh bien ce sont de précieux alliés quand il s'agit de se faufiler en ville ou encore dans les parkings. Deux possibilités en matière de freinage et de récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur. Soit vous optez pour la position D sur le sélecteur de sens de marche, et là vous avez le choix entre plusieurs niveaux de récupération, plus un mode adaptatif qui va récupérer plus ou moins au lever de pied de l'accélérateur en fonction des situations et donc qui ralentit plus ou moins au lever de pied de l'accélérateur. Soit vous optez pour le B en tirant une deuxième fois le sélecteur de sens de marche vers l'arrière, et là vous avez une conduite à une pédale qui est performante, très bien calibrée, celle qu'on est en droit d'attendre d'une voiture électrique moderne. Autant vous dire que ça a été clairement mon mode préféré cette semaine, avec un regret tout de même, si vous quittez la voiture en mode B, la fois suivante, tirez une fois le sélecteur de sens de marche ne va pas vous ramener en mode B, mais bien en D. Il faudra donc, si vous aimez le mode B, eh bien systématiquement tirer deux fois le sélecteur vers l'arrière. C'est un peu dommage. Dans cette voiture, côté éclairage, on retrouve des phares LED adaptatifs dans le prolongement du bandeau noir qui accueille en son centre, on l'a vu, les fameux doubles haricots, chers à BMW. Tout est automatique, allumage, extinction d'une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Vraiment, rien à dire, ça fonctionne parfaitement. Concernant l'éclairage intérieur, les possibilités sont assez nombreuses. Également, une couleur, deux couleurs, pas mal de réglages disponibles, de quoi vous concocter un intérieur qui vous ressemble, du plus coloré au plus sobre. Mention spéciale pour ces éclairages qu'on va retrouver par transparence dans le revêtement en tissu sur la planche de bord. Franchement, c'est assez réussi, c'est assez cosy.
L'autonomie théorique sur cette voiture, on est à 805 km en cycle mixte, norme WLTP de série, mais on est nettement en dessous, on l'a dit tout à l'heure, la fourchette basse sur cet exemplaire suréquipé et notamment équipé des jantes de 22 pouces, on l'a assez signalé. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière un peu plus dynamique, et cette semaine il a fait entre 7 et 15 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 21 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser, grâce à la grosse batterie, autour de 500 km sur une recharge complète de 100 à 0 dans mes conditions de parcours et météo de cette semaine, c'est-à-dire un bon 450 km réel avec une petite marge. Ce résultat combiné à la recharge très rapide, eh bien c'est une vraie invitation au voyage. On a une très bonne autonomie, ça recharge vite, on l'a vu tout à l'heure, avec pour aller du sud de Bruxelles à Marseille, 2 arrêts seulement, moins d'1 heure au total à recharger sur un trajet de plus de 1000 km. Franchement, c'est assez convaincant. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. On est sur un exemplaire d'essai 50 X-Drive, la seule version disponible pour l'instant. Prix de départ en Belgique, 69 900 €. Vous vous en doutez, on est chez BMW. Il y a donc beaucoup d'options. C'est le cas généralement sur les voitures d'essai, histoire de vous montrer un maximum de choses. Alors, on a tout d'abord le volant chauffant. Oui, c'est une option à 272 €, 272 € en Belgique. Le pack M Sport Pro avec la signature lumineuse Iconic Glow à l'extérieur, les étriers de frein M Sport rouge, les ceintures, volants, sièges et éléments visuels spécifiques extérieurs et intérieurs M Sport. On a également, on l'a dit, le toit panoramique avec vitrage Climate Comfort, le professionnel pack avec entre autres l'affichage tête haute et le système audio Harman Kardon, le Highway Assistant, le Parking Assistant Pack professionnel, etc., etc. Prix total de cette voiture d'essai ainsi équipée en Belgique, 88 030 €. Vous aurez fait le calcul, il y a plus de 18 000 € d'options sur cette voiture. C'est sympa pour la personnalisation, un petit peu moins pour le portefeuille. En même temps, vous n'êtes pas obligé non plus de les prendre toutes. Rendez-vous justement sur le site internet de BMW qui correspond à votre pays. Configurez votre iX3 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent, en termes de déductibilité bien sûr, mais également et peut-être surtout en termes de gestion au quotidien. C'est beaucoup plus facile, pourquoi ? Parce que tout est compris. Alors bien sûr, les mensualités sont un peu plus élevées qu'un remboursement classique de crédit, mais tous les frais annexes liés à l'utilisation de votre voiture, à l'exception du carburant, eh bien, sont inclus, comme les taxes, comme l'entretien par exemple, le remplacement des pneus ou encore l'assurance. Tout ça est inclus et lissé sur la durée totale de possession de votre véhicule et donc forcément au quotidien, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir plusieurs centaines d'euros en plus de votre budget voiture pour pouvoir justement payer tous ces frais annexes. Tout ça est également valable pour les particuliers, c'est le private lease. Et dans ce cas-là, eh bien, vous profitez des mêmes avantages, à l'exception évidemment de la déductibilité, les mêmes avantages en termes de gestion au quotidien de votre voiture et de son utilisation. Alors, demander un renseignement ne coûte rien. Rendez-vous donc sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre et vous aussi peut-être vivez la voiture tranquillement au quotidien, simplement avec cette formule de leasing pour les entreprises ou les particuliers. En conclusion, définitivement, cette première BMW 100% électrique de la nouvelle génération Neue Klasse est une vraie réussite. Alors sur les aspects subjectifs comme la ligne, chacun se fera évidemment son petit avis. Concernant par contre les aspects objectifs liés à l'utilisation de cette voiture, on est clairement sur quelque chose de solide. L'autonomie est très confortable, la vitesse de recharge convaincante, tout comme l'interface qui anime les écrans du tableau de bord, l'écran d'infodivertissement et le bandeau écran panoramique vision, des interfaces à l'ergonomie convaincante. Ce n'est pas tout, le confort est bon et le plaisir de conduire, cher à BMW, est au rendez-vous. Alors a-t-on trouvé la voiture électrique parfaite ? Non, évidemment, la voiture parfaite n'existe pas, électrique ou pas. Dans la case peut mieux faire, je
mettrai le volant et ses boutons avec retour haptique. Ce n'est clairement pas la solution la plus ergonomique, même si je dois bien avouer que durant cette semaine, je m'y suis fait. La consommation pourrait être plus mesurée également, mais là, on peut sans doute mettre en cause les énormes jantes de 22 pouces qui ne font jamais bon ménage avec une consommation maîtrisée. Des jantes de série plus petites permettront sans doute une consommation bien plus basse et donc une meilleure autonomie encore. Bref, pas de quoi barrer la route à cette BMW iX3 qui est donc bien née et à qui je prédis un certain succès. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, je vous l'ai dit, un autre SUV nettement plus accessible. On sera chez MG avec le MG S6 EV ou EV, prononcez comme vous voulez. Ensuite, durant le mois de mars toujours, on a la Jeep Compass 100% électrique. On retournera donc chez Stellantis. En avril, la Kia EV2 sera à l'essai, ou plutôt le petit Kia EV2. C'est un SUV urbain. Vous l'attendez, je le sais, avec impatience également. Tout comme l'essai de l'Alpine A390, Alpine A390. Elle aussi sera à l'essai ici même dans le courant du mois d'avril. Et puis en avril toujours, je prendrai le volant de ce qui est peut-être aujourd'hui en termes de berline 100% électrique, le choix le plus rationnel, mais à quel prix? Il s'agit de la Tesla Model 3 Standard. Et je peux déjà vous dire que dans la suite, mais je vous en parlerai plus longuement dans l'essai de la semaine prochaine, il y a pour dans quelques semaines une voiture qui sera à l'essai ici, de plus de 5 mètres, berline 100% électrique, qui réalise le 10-80% de recharge en 12 minutes et qui coûte moins de 47 000 €. Cette voiture, je vous en parlerai donc dans quelques semaines sur Charging Station. Ce sera là aussi un essai très électrisant. Ne manquez pas ça, je vous en parle dès la semaine prochaine. À bientôt sur Charging Station. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un petit pouce également, ça aide à faire grandir la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt.